Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. L'accident de métro de Valence est dû à une vitesse excessive. Confirmation, le train roulait à 80 km/h dans un virage limité à 40. Dernier bilan, 41 morts. Le pays tout entier s'est figé à la mi-journée pour observer 5 minutes de silence. La canicule persiste en France. Les grosses chaleurs vont durer jusqu'à demain après-midi dans l'Est. La pollution a atteint des pics dans plusieurs grandes villes. Les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables et ce sont maintenant les orages qui sont attendus sur l'ouest du pays. Un coup de filet contre la délinquance financière sur Internet. La police française a mis fin à une arnaque sur le site de vente aux enchères eBay, le plus fréquenté. Des centaines de vendeurs ont été piégés par des numéros de cartes de crédit usurpés. Ségolène Royal vante le modèle suédois. La députée socialiste en visite sur place indique qu'elle veut s'inspirer des recettes scandinaves. Elle souhaite aussi corriger son image de blairiste. La Coupe du Monde affluence record ce soir à Dortmund dans une chaleur étouffante pour la première demi-finale entre l'Allemagne et l'Italie. L'Italie ébranlée par le scandale du calcio. Le parquet a demandé aujourd'hui la rétrogradation de plusieurs clubs. Et puis l'équipe de France, elle, est arrivée à Munich. Enfin, le Tour de France, l'Allemand Matthias Kessler remporte la 3e étape. Le Belge Tom Boonen est maillot jaune. L'un des favoris, l'Espagnol Valverde, a abandonné après une chute. Valence, Madrid, Barcelone, dans la plupart des grandes villes espagnoles, la vie s'est donc arrêtée quelques minutes pour rendre hommage aux victimes de l'accident de métro. Chacun veut comprendre ce qui s'est passé et les boîtes noires ont livré leurs premiers enseignements. C'est bien la vitesse qui est en cause et l'attitude du conducteur reste mystérieuse. Christelle Bertrand avec Laurent Boussier et Virginie Travers. C'est un deuil national. Pendant 5 minutes, toute l'Espagne s'est figée à midi, en mémoire des victimes et par solidarité pour leurs proches. Depuis ce matin, les familles se succèdent au funérarium de Valence. Une équipe de psychologues est là pour les soutenir dans cette terrible épreuve. Il avait 25 ans, il se rendait quelque part pour porter des documents pour son travail. Il a pris le métro pour rentrer et ça a été la fin. Hier, cette jeune femme enceinte a été évacuée du métro accidenté puis conduite à l'hôpital. Elle et sa fille sont saines et sauves. Aujourd'hui, elle décrit des moments de peur intense. Je maintenais mon bébé le plus fort possible et je m'accrochais au siège pour ne pas tomber. Il n'y avait que mon bébé qui comptait. Toute la nuit, des engins ont creusé des trous dans lesquels on a passé des câbles. Puis 2 grues se sont chargées de relever et tracter les wagons couchés sur la voie. La police espagnole a pu récupérer la boîte noire de la rame. Cet après-midi, le porte-parole du syndicat ferroviaire a indiqué que le métro roulait 2 fois trop vite dans le virage. 80 au lieu de 40 km/h, c'est ce qui a fait dérailler les wagons. Mais on ne sait toujours pas pourquoi le métro allait si vite. Aux abords de la station de métro Jesús, des anonymes déposent leur témoignage de soutien aux victimes de l'accident. En direct à Valence, on retrouve Laurent Boussier. Bonsoir Laurent. Tout va très vite à Valence. Bonsoir. Une messe de funérailles est déjà en cours en présence du roi Juan Carlos. David, j'ai très mal entendu votre question, mais simplement il faut dire ici que vu l'ampleur de l'accident et vu l'ampleur, le nombre des victimes, l'hommage rendu cet après-midi ici à Valence a été un hommage national. Vous l'avez dit, le roi Juan Carlos Ier d'Espagne avec sa femme, la reine Sophie, le Premier ministre espagnol, Luis José Zapatero, l'ensemble du gouvernement de la province de Valence et tous les habitants de la ville ont accompagné les familles et les amis des victimes dans ce moment de douleur. Une cérémonie empreinte d'une très grande émotion, certes une émotion différente de celle d'il y a 2 ans à Madrid quand il y avait eu ces attentats à la gare d'Atocha, non pas parce que le nombre de victimes est inférieur, mais plutôt parce qu'ici il s'agit d'un accident. Alors une cérémonie très digne, avec beaucoup de recueillement, dans une cathédrale qui, hasard du calendrier, hasard des circonstances, doit accueillir dimanche prochain le pape Benoît XVI. Merci Laurent. En France, 33, 34, parfois 35 degrés, la canicule, vous l'avez sans doute constaté, est toujours là, en tout cas sur une bonne moitié du pays. Aujourd'hui, une enquête préliminaire a été ouverte pour comprendre comment un enfant de 3 ans qui avait échappé à la surveillance de ses parents a été trouvé mort de chaleur dans une voiture en Savoie. On en parlait hier, les enfants qui, avec les personnes âgées, sont les plus vulnérables au soleil et à la déshydratation. Reportage Mallory Aounou, Mathieu Drejoux. Arrose-moi si tu peux.
À la halte de la Ribambelle, l'eau est devenue le divertissement privilégié ces derniers jours, pour les petits comme pour les grands. Pour nous, le jeu est un moment de plaisir. Donc si on arrive à supporter la canicule par le jeu, tant mieux quoi. Jeux d'eau, casquettes, crème solaire, une boisson tous les quarts d'heure. Tout a été pensé pour protéger les enfants du soleil et les réhydrater. Car la garderie ne dispose pas de climatisation. Depuis les grosses chaleurs, certains enfants ont eu des poussées de température. Les éducatrices sont donc attentives aux moindres signes. À partir du moment où ça le dérange, un enfant il va être un peu grognon, il va être beaucoup plus apathique et puis il va chercher son doudou, demander sa maman. Donc ça c'est des signes. Ce sont les mêmes réflexes que ce pédiatre conseille aux parents, avec une attention toute particulière à apporter aux nourrissons et aux enfants malades. Il y a souvent des petites épidémies de gastro-entérite à cette période de l'année. On évite les déshydratations en proposant à boire très régulièrement des solutions salines. Il y en a plein dans le commerce qui sont remboursées par la sécurité sociale maintenant. Faites boire les enfants, mais il n'est pas nécessaire de les forcer à manger si les grosses chaleurs leur coupent l'appétit. Pas grave, disent les médecins, faites-leur plaisir avec des glaces et des glaçons. Un seul département reste en alerte orange à la canicule, il s'agit du Rhône, jusqu'à demain 16 h en revanche, après les grosses chaleurs. Voici les orages. Météo France émet un bulletin orange pour 35 départements de la moitié ouest du territoire, de la Normandie au Land. Soyez prudents donc si vous devez vous déplacer dans les prochaines heures. Et puis à noter que le calvaire est terminé pour les milliers de passagers bloqués en pleine chaleur sur le port de Marseille par une grève surprise des marins de la SNCM. La nuit dernière, ils ont pu embarquer vers l'Algérie. Le trafic vers la Corse a également repris. Un coup de filet des policiers français. Ils ont mis fin à une arnaque qui prenait de l'ampleur sur Internet et plus précisément sur le site de vente aux enchères le plus fréquenté, eBay. Une unité spécialisée, la brigade des fraudes aux moyens de paiement, a pu identifier plusieurs personnes qui ont utilisé des centaines de numéros de cartes de crédit obtenus frauduleusement. Une de nos équipes a pu suivre cette enquête de bout en bout. Reportage Audrey Goutard, Guillaume Fautra. Je vais vous présenter des albums photographiques avec des personnes qui ont été reconnues déjà par quelques victimes. Des victimes convoquées ce jour-là par les enquêteurs pour reconnaître les escrocs. Une bande qui sévit depuis plus d'1 an sur Internet. Ça se rapproche beaucoup plus de lui, quoi. C'est bon signe, tous reconnaissent les mêmes visages. Celui-ci. Écoutez, c'est très intéressant parce que nous, on sait qu'il y a 4 individus en fait. Des suspects très bien renseignés qui ont monté une énorme arnaque sur eBay, le plus gros site de vente aux enchères d'Internet. Les escrocs repèrent les produits sur le site. Ils proposent aux vendeurs un règlement rapide par paiement sécurisé. La future victime accepte, son compte est crédité, elle remet le colis à l'acheteur. Ce qu'elle ignore, c'est que le numéro de carte bancaire a été frauduleusement recopié. eBay va mettre 48 heures à l'établir. L'argent est retiré du compte. Le vendeur a donc tout perdu. Le vendeur, il a non seulement donné son produit à l'escroc, mais en plus, il n'a pas d'argent, puisque l'argent qui avait été viré sur son compte est repris automatiquement. De janvier à mars, 300 personnes ont été victimes des escrocs pour un préjudice de 200 000 €. Et ce n'est pas fini. On est à peu près sûr, puisque ça se poursuit aujourd'hui, qu'on peut multiplier par 2 le nombre des victimes et par 2 ou 3 le nombre du préjudice. Mais aujourd'hui, les enquêteurs ont une piste, un agent des transports en commun. Son rôle, récupérer discrètement les numéros de carte bancaire de ses clients. Les policiers ont fini par le repérer. C'est bien celui qui était sur la photo, il n'y a pas de souci. On enquête depuis 6 mois sur des irrégularités qui ont été commises, dont certaines dans le cadre de votre travail. D'accord ? Donc on vient vous chercher ce soir pour vous placer en garde à vue et voir ce que vous avez à nous dire à ce sujet. Hein, donc on va... Absolument rien. Ben écoutez, il n'y a pas de souci. En fait, les enquêteurs ont déjà la preuve qu'il a recopié 71 numéros de carte bancaire à l'insu de leur propriétaire et que chaque numéro a été utilisé par les escrocs pour tromper les vendeurs d'eBay. Le lendemain à l'aube, c'est au tour du reste de la bande. Pour certains, c'est décidément un très mauvais jour. C'est le bac à quelle heure? À 8 h. À 8 h, vous y serez pas, c'est sûr. Merci. Comment je vais faire? Je passerai en septembre. Tout comme ses 5 complices, ce jeune homme n'est pas un gros truand, juste un malin qui a trouvé une faille dans le système. Mais pour le moment, il nie tout en bloc. Vous êtes mal barré. J'ai rien à vous dire, parce que vous le dites. Bah, tant pis pour vous. Hein. Si vous voulez aller en prison, ça vous regarde. Hein. Mais dans le bureau d'à côté se raconte une toute autre histoire.
Vous reconnaissez avoir participé à ces escroqueries? Ouais. Environ 15, c'est ça? Même pas, et encore ce que vous m'avez dit. Non, non, mais je vous en ai parlé, celles notamment. Ouais. Mais les 15 dont vous nous avez parlé en font partie. Ouais. Hein, voilà. Ouais. Alors, une quinzaine d'escroqueries. Combien d'argent avez-vous tiré dans cette histoire? Un peu plus de 2500 €, 3000 €. Qu'est-ce que vous avez fait de l'argent? Oh, je l'ai dépensé. Qu'est-ce que vous en faites des objets après? Ce que vous récupérez? Il y en a les a revendus sur eBay. Sur eBay. Il se faisait payer en espèces. Hein. Finalement, les policiers vont réunir suffisamment d'éléments pour convaincre le juge d'envoyer 5 des 6 suspects en détention. Quant à l'escroquerie, elle peut se reproduire. Aux internautes donc d'être prudents et de suivre les conseils fournis par eBay sur son site. Justice encore en bref, après les récentes agressions de chiens dangereux, le ministre de la Justice, Pascal Clément, a adressé des consignes de sévérité aux procureurs généraux pour renforcer la répression. Et au même moment, comme en illustration, le propriétaire d'un animal qui avait mordu une octogénaire dans les Landes a été condamné à 5 mois de prison ferme, une peine exceptionnelle pour ce type de délit. Mais il faut dire que l'homme avait déjà été mis en cause avec son chien dans de précédents dossiers. Politique, la visite remarquée de Ségolène Royal en Suède. La députée socialiste cherche à redresser son image. Elle avait fait l'éloge de Tony Blair, s'attirant les foudres de la gauche du parti. Cette fois, elle a donc voulu vanter les mérites du modèle scandinave. Envoyés spéciaux Jeff Wittenberg, Mathias Second. Un petit carnet à la main, la candidate se veut studieuse. En Suède, un pays dont l'économie marche bien, elle pose des questions. Ici, dans une entreprise qui a perdu la moitié de ses salariés, la plupart ont été reclassés. Comment avez-vous fait pour éviter d'être délocalisé? Moins de 7% de chômeurs, des sociodémocrates au pouvoir, presque sans interruption depuis 1920, des syndicats forts, peu de grèves. Ségolène Royal a même droit à un tour de magie pour comprendre le modèle suédois. Les syndicats et l'entreprise. Et devant un téléphone tout dernier cri conçu en Suède et qui permet de recevoir la télé, elle veut faire une mise au point. Elle vient chercher des idées, mais elle n'a pas de modèle, pas Tony Blair en tout cas. J'entends bien le procès qui m'a été fait par rapport au blairisme. Je le dénonce. Si on n'a pas la modestie et l'humilité d'aller voir dans les autres pays qui ont été confrontés comme nous au chômage de masse et aux délocalisations, on perd une partie de notre intelligence. Ségolène Royal n'aura vraiment pas eu à se plaindre de l'accueil. Élogieuse pour les Suédois et leur réussite, ces derniers la reçoivent déjà comme une dignitaire. J'ai été extrêmement impressionné par ce qu'elle m'a dit sur son programme, ses idées pour l'avenir. Ce serait une bonne présidente pour la France? J'en suis convaincu, mais c'est au peuple français de décider. Vous allez gagner les élections, lui demande une journaliste suédoise. On verra, répond-elle prudente. Mais en vérité, Ségolène Royal ne doute plus beaucoup désormais, au moins de ses chances d'être désignée candidate du PS dans quelques mois. La preuve, elle a déjà prévu d'autres voyages après son investiture, aux États-Unis notamment. Au Proche-Orient, l'ultimatum a expiré, mais le soldat israélien enlevé il y a 10 jours est toujours vivant, c'est ce qu'indiquent ses ravisseurs. Le gouvernement israélien, qui refuse toute idée de négociation, poursuit son opération militaire à Gaza, même si le blocus a été légèrement desserré pour permettre le passage de l'aide alimentaire. La plus grande partie du territoire est privée d'eau courante et d'électricité. La presse israélienne elle-même s'interroge sur l'objectif de l'opération, récupérer le soldat enlevé ou renverser le gouvernement issu du Hamas. En Chine, des tempêtes ont fait 11 morts dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest du pays. Des pluies diluviennes, des orages de grêle, des glissements de terrain ont frappé la région. L'armée a été mobilisée pour rechercher des survivants. Et dans la panique, vous le voyez, les occupants du zoo local ont été abandonnés à leur sort. Les gazelles, les chameaux ou encore les lions. On en vient maintenant à la grande fièvre du football. C'est ce soir que se joue la première demi-finale de la Coupe du Monde. Elle oppose l'Allemagne à l'Italie dans la tranquille ville de Dortmund, envahie en quelques heures par 200 000 visiteurs dans une chaleur étouffante. Images qui nous sont parvenues il y a quelques minutes. Les autorités arrosent les supporters pour éviter les malaises. Un match qui suscite la passion à l'image de cette compétition qui a réveillé la fierté allemande. Ces dernières années encore, il n'était pas très bien vu d'exalter des sentiments patriotiques. Le mondial a balayé tout cela. Il a provoqué et provoque encore un élan phénoménal. À Berlin, correspondance Jérôme Bonny, Marine Vincent. Encore une fois, une foule noire, rouge et or converge vers le centre de Berlin pour le match de ce soir. Allemagne, crie-t-il.
Jamais on n'avait vu autant de fièvre patriotique depuis 17 ans, depuis la chute du mur. Je suis très fier de mon pays, fier d'être allemand. Cela contribue à souder encore plus l'Est et l'Ouest de l'Allemagne. Et c'est bon pour l'Europe. À chaque victoire de la Mannschaft, c'est une explosion de joie au cœur de la capitale où sont réunis près d'1 million de personnes devant les écrans géants. Et la chancelière, que d'aucuns disaient austère, est transfigurée par le football. Quand le gardien allemand arrête un deuxième but et qualifie l'équipe pour la demi-finale, on retrouve la Mädchen, la jeune fille spontanée de ses débuts en politique. Avant, on se répugnait à exprimer ses sentiments. C'est typiquement allemand. Maintenant, c'est le contraire. Mais c'est peut-être plus naturel pour une femme que pour un homme. En tout cas, la chancelière Angela Merkel va être ce soir encore, sans complexe, à l'unisson de toute la population, pour vibrer avec les 11 héros de l'équipe nationale. Oui, Italie-Allemagne, c'est un grand classique de la Coupe du Monde. Chacune des deux nations a remporté 3 fois le trophée, mais les Italiens abordent ce match perturbés car un séisme est en train de secouer leur championnat national. Les clubs les plus prestigieux sont soupçonnés d'arrangement avec l'arbitrage. C'est un énorme scandale. Un procès est déjà en cours et le procureur a demandé aujourd'hui la rétrogradation en 2e ou en 3e division de ces clubs. À Rome, Gérard Grisbeck, Karine Guillaumin. Gigi Buffon, la coqueluche des Italiens. Le gardien de but est une des stars de ce mondial. En Italie, Buffon joue dans le meilleur club du pays, la Juve de Turin, qui vient de remporter pour la 29e fois le titre de champion d'Italie. Mais problème, le club de Turin est impliqué dans le plus grand scandale qu'a connu le foot. Achat des arbitres, match truqué, pour preuve, ces écoutes téléphoniques entre un dirigeant sportif et un arbitre. Je t'ai trouvé un très bon arbitre pour le match à Amsterdam. Qui ça? Meilleur. C'est très bien. Tu vois que je ne t'oublie pas. Tu verras à mon retour. Moi non plus, je ne t'ai pas oublié. Résultat, à Rome, le haut lieu du foot italien, le stade olympique, s'est transformé en palais de justice. Aujourd'hui, le procureur a réclamé la relégation en 2e, voire en 3e division des meilleurs clubs, dont la Juve de Turin et le Milan AC. Si tel était le cas, on voit mal comment des joueurs français, comme Vieira, Trezeguet ou Thuram, pourraient rester à la Juve de Turin à la rentrée. Alors ce soir, à moins d'1 heure du match, les supporters italiens sont partagés. Moi, ce que j'espère, c'est que l'enthousiasme d'aujourd'hui ne va pas nous faire oublier tout ce qui se passe ici avec ce scandale. Ce procès du calcio devrait durer au moins toute la semaine avec un verdict attendu après la finale de dimanche. Ça tombe bien, ça permet de protéger au mieux l'équipe d'Italie. Et à noter le pronostic de Michel Platini pour ce dernier carré en Coupe du Monde. Il croit en une finale entre l'Italie et la France. La France qui se prépare pour son rendez-vous demain soir face au Portugal. L'équipe a quitté l'hôtel pour Munich où se déroulera le match. Un seul mot d'ordre pour les joueurs, ne pas céder à l'euphorie. Envoyés spéciaux à Munich, Manuel Tissier, Vincent Bouffardi. Une enceinte futuriste pour un avenir radieux. L'Allianz Arena de Munich est le dernier né des stades allemands. Devant 60 000 spectateurs demain soir, Raymond Domenech et les Bleus ont rendez-vous avec le Portugal. Mais la magie du lieu ne comptera guère face à l'enjeu. Il s'agit d'écrire une page d'histoire en retombant un peu en enfance. C'est le rêve d'un gamin qui se réalise. C'est vrai que j'ai toujours voulu jouer une Coupe du Monde. Maintenant, je me retrouve en demi-finale. C'est quelque chose de beau. Maintenant, pour l'équipe de France, on va essayer d'aller jusqu'au bout. En battant le Brésil, les Français sont devenus les favoris objectifs de la compétition. Mais les Portugais n'ont que faire de cette étiquette. Les Bleus se préparent à affronter une équipe revancharde à la sulfureuse réputation. Truqueur, provocateur, le Portugal ne fera pas de cadeau. Mais le sélectionneur français refuse de placer le match sur le terrain de l'intimidation. Si vous réduisez l'équipe du Portugal à ça, vous faites fausse route. Parce que les Portugais sont capables de jouer, de défendre, d'attaquer, de poser des problèmes à l'adversaire, des problèmes techniques, tactiques et physiques. Donc j'aimerais bien qu'on arrête un petit peu avec ça, c'est autre chose. Zidane, par exemple, devra toutefois se méfier de son tempérament. Les Portugais sont des maîtres dans l'art d'énerver les vedettes. Il faudra donc du talent, mais aussi du sang-froid.
Manuel Tissier qu'on retrouve en direct à Munich. C'est une équipe détendue qui est apparue devant les journalistes, Manuel. Oui, vous savez que les veilles de match, il y a toujours une conférence avec Raymond Domenech et un joueur. Aujourd'hui, vous l'avez vu, c'était William Gallas qui était chargé de venir délivrer la bonne parole bleue. Et elle s'est faite eh bien, en souriant, cette parole, puisque William Gallas a plusieurs fois été interrompu par un fou rire. Et en fait, c'était tout simplement Raymond Domenech qui, sous le pupitre, rampait pour faire rire son joueur. Et donc, il y a eu des éclats de rire, une hilarité, plutôt de bon augure avant demain. Vous voyez, cette demi-finale n'engendre aucune crispation chez les Bleus. Oui, mais pour la composition de l'équipe, il faudra encore attendre sans doute jusqu'au dernier moment. Ah là, évidemment, c'est tendu, le match tactique continue. Et comme lors des 2 précédentes rencontres coup près, Raymond Domenech ne délivrera pas son équipe. Donc il faudra attendre un petit peu avant de savoir s'il reconduit une nouvelle fois l'équipe qui a battu et l'Espagne et le Brésil. Ce qui devrait être le cas a priori. Merci Manuel. On ne change pas, dit-on, une équipe qui gagne. Les supporters français, eux aussi, ont fait le déplacement. Mais il y a beaucoup de monde pour peu d'élus, car toutes les places ont déjà été vendues. Alors que faire à Munich? Christophe Nédard, Jean-Pierre Pasteur. 300 €. C'est un billet qui vaut 150. T'as payé le double de prix, c'est pas cher. C'est pas cher. Soulagé et heureux, Michael a trouvé un billet au marché noir. 300 € au lieu de 150. Je vais voir la pluie, c'est lié. Je me promenais dans les rues de Munich avec mon maillot de l'équipe de France. Et donc les Anglais et les Brésiliens sont venus me voir pour me proposer les billets puisque eux n'assistent pas à cette demi-finale. Une bonne affaire. Jean-Yves, lui, est moins chanceux. C'est pas les bons. C'est dommage. Comme beaucoup, il cherche une place pour France-Portugal. Il se rend au stade olympique de Munich avec l'espoir de trouver son bonheur. Bonjour, est-ce qu'il vous reste des places, des tickets? Non, pardon, il n'y a pas de billets. Mais très vite, des Allemands lui proposent des places. 400 € one ticket. 400. 400 € le billet. C'est expensive. Trop cher pour Jean-Yves. Je ne mettrai pas plus de 200 €, ça c'est clair. Il y a les écrans géants, c'est tout. À moins d'un coup de chance, c'est ici que Jean-Yves va regarder le match des Bleus. D'autres Français seront sûrement à ses côtés, car demain, les prix vont encore grimper. La fièvre bleue gagne toute la France. Image ici de l'Assemblée nationale où une immense banderole a été posée sur les grilles. Les députés veulent s'associer à l'équipe car elle redonne de l'espoir, a expliqué le président de l'Assemblée, Jean-Louis Debré, qui prédit une victoire 1-0 face au Portugal. Et puis la Poste n'a pas traîné, elle va éditer ce timbre exceptionnel en signe d'encouragement. Pouce levé et doigt qui forment le V de la victoire. Il sera disponible dès mercredi. La France qui va jouer demain la 5e demi-finale de son histoire. Les Bleus ont perdu 3 fois. Ils l'ont emporté une fois. C'était bien sûr il y a 8 ans. Christophe Duchian. Pour tout joueur qui se fait du foot une religion, jouer une demi-finale de Coupe du Monde, c'est paradoxalement se retrouver de son vivant aux portes du paradis et en cas de victoire au terminus des bienheureux. 1958, Dieu est brésilien, il s'appelle Pelé, il a 17 ans. Le numéro 10 dans le dos est un talent divin. Le Brésil va en finale et bat la France de Copa, Fontaine et Piantoni 5-2. 24 ans plus tard, c'est France-Allemagne et ceux qui l'ont vu ne l'oublieront jamais. Ne parlons pas de ceux qui l'ont joué. L'agression de Schumacher sur Battiston. Les prolongations insoutenables en émotion, le but de Giresse. Cette joie si intense qui nous fit croire à tous que la France était en finale. 12 minutes à jouer, les Allemands menaient 3-1 et allaient égaliser. La séance des tirs au but à rebondissement, le pénalty raté de Bossis. Ce France-Allemagne, un sommet d'espoir et de désillusion. C'est une immense déception pour vous. Bon, je pense que non seulement on est très déçus, mais on est super écœurés. Entre enfer et paradis, c'est ainsi et pas autrement que se joue une demi-finale de Coupe du Monde. Match particulier où il n'y a pas de juste milieu. 1986, les Bleus de Platini, de Giresse, de Tigana ont sorti de grand jeu et le Brésil au tour précédent. Sur leur route, les Allemands, qui jouent moyennement, mais qui finissent souvent par gagner à la fin, 2-0. 1998, le jour et la nuit. Les Bleus font tout ce qu'il faut pour accéder à la postérité du mondial. En demi-finale pourtant, la Croatie mène 1-0. Alors Thuram, sur son cheval d'orgueil, est arrivé de sa défense, pareil que Zorro. 2 buts en 22 minutes, lui qui n'avait jamais marqué. Marquer 2 buts, pour moi, c'est quelque chose d'invraisemblable, parce que bon, déjà à l'entraînement, j'en marque pas. Pour la première fois, l'équipe de France était en finale. Pour la première fois, 300 000 personnes envahissaient les Champs-Élysées. Les Bleus allaient inscrire leur nom au palmarès de la Coupe du Monde.
une manière d'éternité. La France, vous le savez, accueille une très nombreuse communauté portugaise, notamment en région parisienne, 800 000 personnes environ. Certains sont partagés, mais la plupart vont soutenir Figo et les siens. Reportage Franck Genozo, Romain Potoki. À 24 heures du match, ils ne parlent que de ça. Dans ce bar du 15e arrondissement, les Portugais de Paris affichent leur optimisme. Portugal, ça sera champion du monde. Où est-ce que vous allez regarder le match demain? Qu'est-ce que vous avez prévu pour demain soir? Du champagne. Pour une fois qu'on a la confiance de tout le monde, je pense qu'on va être à la fin aussi. Mais on respecte la France. Et j'espère que les Français nous respectent pareil. Un engouement qu'on retrouve dans les magasins de sport. Exemple à Créteil, où il ne reste plus qu'une poignée de maillots à vendre, du jamais vu. C'est même plus la folie, c'est la démence, quoi. On se les arrache, c'est des gens qui... c'est 200 coups de téléphone par jour, c'est vraiment impressionnant, quoi. Alzira Gonçalves est gardienne d'immeuble. Avec sa fille et son mari, ils adorent la France, mais leur choix est déjà fait. Je suis moitié portugaise, moitié française, parce que ça fait quand même 32 ans que je suis en France. Et pour le match demain, je croise les doigts pour que vraiment le Portugal gagne. Vous avez par exemple Figo, vous avez Rui Costa. José Lopez, lui, en a vu passer des grands joueurs. Il est président d'un club de supporters du Sporting Lisbonne. 35 ans qu'il habite en France. Alors forcément, demain il aura du mal à choisir. La France c'est mon pays, Portugal ma patrie. On n'oublie pas le père et la mère, c'est sacré, c'est génétique ça. Comment vous allez choisir? Comment choisir? C'est le corps, il penche pour le Portugal, mais c'est comme ça. Demain, ils seront au moins une centaine devant l'écran du club, avec l'espoir de revivre la liesse de samedi dernier. Et sur place, au Portugal, cette demi-finale est bien sûr sur toutes les lèvres. La France est favorite, mais là-bas, on y croit. Envoyé spéciaux à Lisbonne, Yann Fronty, Philippe Turpot. Faut-il y voir un signe? Ce matin, quelques nuages gris ont assombri le ciel d'habitude si bleu de Lisbonne. À la veille d'une rencontre décisive, toute la ville retient son souffle. Un calme apparent, une atmosphère presque trop tranquille, qui cache une tension pourtant présente sur bien des visages. Demain, je ne sais pas du tout qui va gagner. Demain, je ne vais pas regarder le match. Je suis trop vieux et ça peut être mauvais pour ma santé. Au fond de moi, j'espère que le Portugal va gagner. Mais la France n'arrête pas de monter en puissance. Ils ont commencé mollement, mais ils sont de plus en plus forts. Le Portugal et ses 10 millions d'habitants est peut-être un petit pays, mais il est grand par son enthousiasme. Partout, à chaque coin de rue, sur les balcons, on fleurit des drapeaux verts et rouges, les couleurs de la sélection nationale. Même dans ce marché populaire d'ordinaire si vivant, l'emblème national trône au milieu des marchandises. La foule s'est faite discrète, de rares touristes semblent égarés. Aujourd'hui, les commerces sont fermés tôt, demain la plupart resteront vides. C'est l'attente générale, on attend tous demain. Demain, je ne vais pas travailler. Demain, je dois être en forme pour voir le match. Le Portugal et la France sont deux équipes qui se connaissent très bien. Elles se sont déjà affrontées à 21 reprises. La dernière fois, c'était en match amical et les Bleus avaient gagné par 4-0. Demain, le Portugal espère bien obtenir sa revanche. Non. Et puis la Coupe du Monde, c'est aussi un enjeu économique et notamment pour les grands équipementiers. Auparavant, cette image du but de Thierry Henry, car Roberto Carlos, qui devait marquer le Français et qu'il a laissé libre de tout marquage, vient d'annoncer qu'il prendrait sa retraite de la Seleção alors que l'équipe a regagné le Brésil. La Coupe du Monde, on le disait, c'est aussi un enjeu économique, notamment pour les grands équipementiers. Chaussures, maillots, ballons, chacun trouve aujourd'hui une raison de se réjouir. Julien Beaumont, Damien Louvet. Ceci n'est pas un but, mais un retour sur investissement. Quand Thierry Henry marque, c'est Nike qui gagne. Dans ce mondial, 37% des buts ont été marqués avec des chaussures Nike contre 32% avec des Adidas. Car dans cette Coupe du Monde, à chaque marque son équipe, 12 pour Puma, 8 pour Nike, 6 pour Adidas. Même en demi-finale, c'est un match dans le match. Portugal-France, c'est Nike face à Adidas, Italie-Allemagne, Puma contre Adidas. Pour arrondir leur fin de mois, les joueurs peuvent même porter des chaussures de marques différentes de leur maillot. Ainsi, dans l'équipe de France, 7 footballeurs sur 11 sont en Nike.
Ce n'est pas un hasard, le géant américain vend 23 millions de paires de chaussures par an. Tous les joueurs aujourd'hui, tous les jeunes passionnés de football savent que Thierry Henry, Franck Ribéry, Thuram, Makelele, tous ces joueurs-là sont des joueurs qui travaillent avec Nike tout au long de l'année et qui portent nos produits tout au long de l'année et pas uniquement sur la Coupe du Monde. En jeu, la place de numéro 1 du foot. Adidas est talonné par Nike, loin devant Puma. Et pour l'instant, Adidas est bien parti pour garder cette position. Ne cherchez plus un maillot de l'équipe de France, 500 000 exemplaires vendus, les derniers s'arrachaient cet après-midi. Je suis supporter et puis j'y resterai, et voilà quoi, j'adore le foot et pourquoi acheter un maillot, je sais pas, mais il me le fallait absolument, il me le fallait. Oui, c'est important de les avoir vus. Si les joueurs font un match avec et puis après on voit qu'ils changent de chaussures, on se rend compte que c'était pas une bonne qualité non plus. Ici, peu importe les résultats des prochains matchs, la Coupe du Monde est déjà gagnée. Aujourd'hui, tous les objectifs ont été atteints, que ce soit au niveau des maillots, au niveau des chaussures, et globalement, je ne vais pas parler du ballon, puisque le ballon, c'est au lieu des 10 millions qu'on avait prévus, on en a vendu 15 millions. Cet effet Coupe du Monde pour les équipementiers devrait se faire sentir pendant encore au moins 3 mois. Les sports encore avec le Tour de France, c'est peut-être un bon présage pour les Allemands. C'est Matthias Kessler qui a remporté aujourd'hui l'étape. Le maillot jaune change une nouvelle fois d'épaule et une foule énorme a accueilli les vainqueurs malgré des températures qui frôlaient les 30 degrés. Nathanaël de Rinxin, Patrick Desmully. Il y a le feu sur la route du Tour. Le pompier est faux, mais l'exercice est bien réel. Avec le soleil, la température monte, la consommation d'eau aussi. On met de la pression un peu. Ce partenaire de la caravane doit effectuer un ravitaillement imprévu sur une borne à incendie. Il faut remplir les réservoirs d'eau pour alimenter le brumisateur du char. Combien de litres à la journée? Oh ouais, dans les 1500-2000. Les clowns de la caravane ne sont pas là que pour rigoler. Il fait 38 degrés. Aujourd'hui, ils doivent distribuer 25 000 bouteilles au public et vaporiser 4000 litres d'eau. Jérôme Pinault, lui, a bu une vingtaine de bidons, soit 10 litres d'eau. Le Français est l'un des héros malheureux de cette 3e étape. Accompagné de Christophe Laurent, ici en maillot vert, ils sont 5 coureurs échappés devant le peloton. 200 km d'efforts sous un soleil de plomb, avant d'être repris à 10 km de l'arrivée. Je crois que c'est rare que les étapes soient aussi longues sur le Tour. Tous les jours, il y a entre 220 et 230 km. Avec la chaleur, ça fait un petit peu peur à tout le monde. Si ça doit durer 3 semaines comme ça, les organismes en prennent un coup quand même. Aujourd'hui, le Tour a encore perdu un favori. Victime d'une chute, Alejandro Valverde s'est cassé la clavicule. Il était candidat à la victoire finale depuis les départs d'Ulrich et Basso. Finalement, après 218 km d'efforts, l'Allemand Matthias Kessler s'impose à Valkenburg. Le Belge Tom Boonen, lui, a sorti son plus beau sourire. Demain, il traversera la Belgique avec le maillot jaune sur les épaules. Tennis à Wimbledon, c'est la fin de l'aventure pour Séverine Brémond. On en parlait hier, à 26 ans, la Française s'était hissée jusqu'en quart de finale. Elle a finalement été battue par Justine Hénard, 6-4, 6-4. Au prochain tour, la Belge rencontrera sa compatriote Kim Clijsters. Il reste une Française toutefois dans le dernier carré, après la qualification d'Amélie Mauresmo. Victoire face à la Russe Miskina en demi-finale. Amélie Mauresmo sera opposée à une autre Russe, Maria Sharapova. Les festivals de l'été avec la danse à Marseille. Manifestation concurrencée bien sûr par l'engouement pour le football. Les soirs de match, le spectateur se fait plus rare. Les deux spectacles ne sont pourtant pas si éloignés. Vous allez le voir. Michel Monpontet, Philippe Luzzi. Faire ça en même temps qu'eux. Le même jour, à la même heure. À 2000 km de distance, certes, mais tout de même. Organiser un spectacle de danse contemporaine pendant que tous les yeux sont tournés vers la Coupe du Monde, c'est un pari fou. Et les tribunes de foot, bondées, doivent faire rêver bien des organisateurs de festivals, même si le public n'est pas exactement le même. Tant que la France n'avait pas passé cette grande étape de la semaine dernière, je n'ai pas trop suivi le calendrier de football, les choses se passaient très très bien. Seulement voilà, la France a gagné et pourtant le festival de Marseille remplit aussi sa tribune. 21h, coup d'envoi des deux côtés. Musique d'Iggy Pop. Le punk devient classique.
Et pendant qu'à Francfort, le ballon s'envole au-dessus des cages de Fabien Barthez, un danseur dans une cage, justement, réinvente la danse avec Stravinsky. Stravinsky en deuxième partie, Iggy Pop en première mi-temps. Quel match! C'est un peu ça ma nature, cette dualité. Et un aspect n'existerait pas sans l'autre. Et devant la pureté, la beauté des danseurs de Michael Clark, on en oublierait 2 heures durant entièrement la Coupe du Monde et l'on finirait par préférer au bleu le blanc. Mais les Bleus joueront en blanc face au Portugal. Une image avant de refermer ce journal, le lancement de la navette Discovery est imminent. Depuis la base de Cap Canaveral en Floride, il a été plusieurs fois reporté. Une fissure a même été découverte sur la mousse isolante du réservoir externe, mais elle est jugée sans importance. L'équipage, 7 astronautes, est arrivé en fin d'après-midi. La mission va durer 11 jours. Au moins 2 sorties dans l'espace sont prévues. Ce sont des images en direct et le décollage est prévu dans 4 minutes exactement. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet, 20h50, la cuisine au beurre avec Fernandel et Bourvil. À demain.